Bretagne 5, où il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Nicolas Boucher. Il est président du MoDem Ille-et-Vilaine. Il est également conseiller municipal à Rennes et je rajouterai conseiller communautaire à Rennes Métropole. Il a pris le train ce matin pour être avec nous dans le studio de la matinale et répondre aux questions de Bretagne 5 matin. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous vos auditeurs, téléspectateurs. Voilà, il y a quelques téléspectateurs qui regardent aussi la vidéo qui est en ligne sur la chaîne YouTube de Bretagne 5. Voilà, ça c'était pour la petite promo. On va rentrer dans le vif du sujet politique, évidemment. Hier, il y avait le discours de politique générale de Michel Barnier. D'emblée, je vous demande si au centre, le discours a plu, si il répond aux exigences du centre et s'il faut voilà, peut-être modifier des choses, ou peut mieux faire, ou au contraire, c'est très bien. Alors, répondre aux exigences du centre. C'est vrai qu'on a plusieurs exigences, mais la question, c'est surtout de la constitution de ce gouvernement qui a posé question, parce qu'on peut penser qu'il n'était pas naturel. Hein, je rappelle que la majorité des Français se sont unis derrière un front républicain qui est la somme d'un front populaire et d'une majorité présidentielle, en tout cas ensemble pour la République. Et ça, c'est ce front républicain. Donc naturellement, on aurait dû avoir un Premier ministre issu de ce front républicain. Une des deux composantes a clairement refusé cette pourtant cohérence, ce rappel qui leur a permis d'être élus, parce qu'il y a eu beaucoup de désistements des centristes pour permettre à des députés NFP d'être élus, et à l'inverse, beaucoup de désistements du NFP pour permettre à des centristes, en tout cas de l'arc républicain, d'être élus. Ils ont fait le choix de bloquer tout, en disant toute la gauche, rien que la gauche, et donc le Premier ministre qui aurait dû être naturellement issu de ce camp, et puis moi je pense à Bernard Cazeneuve, n'a pas été possible, et donc le président a dû choisir un autre Premier ministre, en la personne de Michel Barnier. Ce qui pose des questions, parce qu'il n'est pas naturel, premièrement, mais maintenant, il est naturel de ceux qui sont prêts à travailler ensemble. En fait, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il est le Premier ministre d'une majorité prêt à travailler ensemble. La fameuse coalition, finalement. C'est ça. Alors, au sein du centre, ça a posé beaucoup de questions, parce que justement, beaucoup de nos députés ont été élus sur cet arc républicain, et donc pas avec des LR, et encore moins avec des candidats encore plus à droite. Donc la question se pose, la question s'est posée, il y a eu des grincements de dents. Aujourd'hui, on a cette solution qui nous est proposée, Monsieur Barnier. Je crois qu'on n'a pas le choix, parce que la France est un petit peu en désordre depuis cette question de dissolution, et il faut de la stabilité et de la bienveillance dans un premier temps. Le discours m'a plu. J'étais d'abord très sceptique, en fait, la vérité. Je vous dis, j'étais plutôt sur la branche Cazeneuve. J'étais très, très sceptique. Maintenant, un discours sont des paroles. J'attends les actes, parce que le discours est beau. J'attends de voir comment ça se concrétise. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'attente. Avec quand même beaucoup de questions. Alors il y a eu beaucoup effectivement d'annonces possibles autour de ce discours. Et puis dans le discours, on a parlé de l'agriculture. C'est important ici en Bretagne. On a parlé de la sécurité. Et pas qu'en Bretagne, évidemment. Michel Barnier a insisté aussi sur l'immigration. Des sujets clivants. Mais comment les mettre en œuvre, ces réformes? Il y a aussi la réforme des retraites. On a bien compris, de l'assurance chômage. Comment les mettre en place, ces réformes, alors que l'on sait que le budget de l'État est très tenu, il y a un gros déficit. Comment faire pour continuer à réformer sans finalement avoir les moyens de le faire? C'est la question que je me suis posée. En effet, j'ai trouvé que c'était assez ambitieux. Et à côté, il parlait de son premier sujet qui était la dette. J'aime bien, mais il a parlé de la dette écologique aussi, mais de la dette fiscale, budgétaire. Moi, j'écoute ce qu'il propose. Il a parlé, alors j'ai noté les trois, réduire les dépenses. Alors, quand on dit réduire les dépenses, premièrement, ça m'a fait peur. C'est où qu'on réduit les dépenses? Dans les hôpitaux? Dans l'éducation nationale? Mais il continue en parlant de l'efficacité de la dépense, voir où il y a des doublons. Bon, je suis persuadé qu'en effet, il y a des économies à faire ici ou là, plein d'économies, même si des petites économies, mais qui, mis bout à bout, peuvent peut-être donner quelque chose. Donc j'attends de voir cette question d'efficacité de la dépense. Et la troisième, c'est l'impôt. Alors là, pareil, ça nous a fait peur, mais l'impôt sur les plus élevés.
La taxation des superprofits, nous l'avons proposé au MoDem. C'était lors de la niche MoDem avec Jean-Paul Mattei, notre président de groupe, la question de la taxation des superprofits, qui avait été à l'époque votée par tout le Parlement. Même les députés LFI avaient voté, et c'est malheureusement un 49.3 qui nous l'a fait supprimer, mais le MoDem était à l'initiative de cette première loi de taxation des superprofits. Donc je ne peux que applaudir cette proposition-là. Et peut-être taxation aussi des plus aisés, donc là on était sur les entreprises, mais aussi les gens, les humains, enfin les personnes. Donc là Barnier aurait dit, il a dit, parce que j'ai écouté, j'ai entendu, y compris les personnes les plus aisées qui ont tout à y gagner. Et ça, c'était malin, parce qu'en effet, les personnes qui ont les moyens en France, alors est-ce que ça sera l'ISF ou je ne sais pas, mais ont tout à y gagner, à contribuer plus encore à la France. Une sorte d'effort national, finalement. Oui. Hein, c'est ce qu'on a pas sur tout le monde, sur ceux qui peuvent, parce que de demander un effort à ceux qui se serrent déjà la ceinture et qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, c'est plus un effort, là. Alors que d'autres peuvent le faire. D'autres peuvent faire l'effort et ils ont à y gagner. Justement, il y a une volonté, on le sent en tout cas chez Michel Barnier, d'apaiser un climat très difficile. On a entendu pendant le discours beaucoup d'invectives, de cris venant des rangs de la gauche en particulier. Mais malgré tout, Michel Barnier souhaite, on l'a compris, apaiser le climat pour pouvoir travailler. Ça, c'est important. Oui, c'est vraiment, je pense que... Alors, est-ce que c'est dû à son âge ou à son expérience, à ses années d'expérience, en effet, c'est ce qui en ressort. On voit bien, même dans sa façon de réagir, de répondre aux différents présidents des différents groupes, on voit bien que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'apaisement. Il n'a pas le choix. Je crois qu'il a bien compris qu'aujourd'hui, il va falloir apaiser le climat. Il a répondu de manière, je trouve, intelligente à Mathilde, enfin justement la présidente de LFI, en disant pourquoi vous êtes toujours en train de crier tout le temps, il n'y a peut-être pas besoin. Donc, ça, oui, rassurant. Il y a ce côté rassurant. Il y a une urgence aussi à réconcilier les citoyens français avec leur personnel politique, en particulier à Paris. Alors là, je ne parle pas du personnel politique de terrain, puisque les élus de terrain, on en dira un petit mot tout à l'heure, ont été un peu malmenés ces derniers temps, mais justement, le personnel politique, faire en sorte qu'on n'entende plus le fameux « tous pourris » ou « tous riches, ils ne s'occupent pas de nous, ils ne nous comprennent pas ». Il faut changer les mentalités à ce niveau-là. Surtout, moi je pense qu'il faut rappeler, les gens font l'amalgame vraiment en politique. Je rappelle qu'en France, sur les 36 000 communes, il y a 600 000 élus. On est 600 000. C'est 1% de la population française qui est élue municipale. Sur les 600 000, en effet, il y a 577 députés, 321 sénateurs, 80 des députés européens. Voilà. Il y a 1000 élus qu'on voit à la télé parce que ce sont des parlementaires nationaux européens. Mais donc, ça veut dire qu'il reste 599 000 élus municipaux qui s'occupent de votre terrain de foot, qui s'occupent de votre rond-point, qui s'occupent des choses concrètes de votre ville. Et il faut arrêter de faire cette généralité de tous pourris. On a vu 4, 5, 6, peut-être plus d'ailleurs, même, mais bon, voilà, quelques dizaines. Et c'est très sur les 600 000, oui, là-dessus, c'est très transpartisan. Sur les 600 000 élus, n'oublions pas que 99,9% des élus, ce sont des élus locaux qui gèrent votre quotidien. De votre ville, à côté de votre village, clairement. Et ça nous ramène finalement à la dette de la France avec les mots qui avaient été prononcés par l'ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à l'endroit des élus de terrain, là aussi, des collectivités qui, selon ses dires, ne géraient pas toujours forcément très bien l'argent de l'État, en gros, étaient dépensiers. Ça n'a pas plu, ça a même mis en colère les élus, que sont les maires, que sont les présidents d'agglos ou de régions. On a entendu beaucoup de réactions là-dessus. C'était maladroit dans une période telle que celle que l'on traverse. C'est une question. Je vais répondre que oui à cette question. Je m'attendais un peu à votre réponse, je dois le dire. Non, c'est une évidence. Enfin, je peux pas rajouter autre chose que ce que vous venez de dire. Oui, forcément que c'est malvenu. C'est malvenu. Je veux dire, il faut voir comment les maires, les élus se saignent. Faut voir comment, enfin là, il y a des départements qui sont aujourd'hui, je vais pas dire en faillite parce que ça n'existe pas le terme faillite, mais enfin qui ont des difficultés à permettre justement de travailler comme il faut. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus aux communes? Oui, il faut qu'ils fassent attention. On avait des choix, des orientations. On peut en parler de Rennes, par exemple. Voilà, on va y venir à Rennes. Oui, on va y venir à Rennes. C'est important parce que c'est une grande métropole et les élections
municipales arrivent finalement, hein. On va en dire un mot évidemment tout à l'heure. Je voulais juste vous entendre sur le fait que plusieurs élus, ça a été le cas en Loire-Atlantique, ici dans les Côtes-d'Armor ou encore en Ille-et-Vilaine, des présidents de départements qui ont dit voilà, il faut faire très attention, le budget de l'État dérape, mais nous on va pas pouvoir faire finalement boucler nos budgets parce qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui. On nous demande toujours plus, mais avec moins. Comment faire ou à valeur égale? Eh ben, déjà, c'est un des piliers du centrisme. Hein, je rappelle qu'on est sur la subsidiarité. Certains disent la décentralisation, mais des fois ça peut être mal interprété. Mais cette question de subsidiarité, il faut donner plus de moyens aux collectivités. Voilà, nous on est sur cette question de région. Donc plus la région aura les moyens, donc peut-être région avec fusion département, d'ailleurs c'est un peu notre projet. Il faut réduire le millefeuille administratif, le fameux millefeuille. Ouais, enfin, il ne faut pas réduire pour réduire, mais il faut réduire par cohérence. Pour être plus efficace finalement. Et du coup c'est plus efficace, plus économique, et puis surtout donner les moyens. Moi je suis pour le statut de l'élu territorial, commun sur les deux collectivités, et donc avoir la région qui a possibilité d'avoir sa propre fiscalité, peut-être, enfin trouver des moyens d'avoir un budget et une orientation qui est la leur. Alors, on a entendu beaucoup de choses dans le discours de Michel Barnier qui, justement, a envie de redonner un peu d'air, un peu de souffle, si on lit un peu entre les lignes, justement à ces élus de terrain, aux présidents de collectivités, aux présidents de régions, de départements. Est-ce que là aussi, ça va être facile à mettre en œuvre? Parce que là encore, ça nous ramène au budget qui est à l'os. Alors, avant de parler, il y a le budget, mais je pense que la question de la décentralisation avec les élus, il a la chance aujourd'hui d'être entouré d'une nouvelle ministre qui s'appelle Françoise Gatel, sénatrice bretonne, voilà. C'est bretonne, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, et pour la côtoyer depuis quelques années maintenant, je suis persuadé justement, elle a la notion des besoins des élus locaux. Elle a été à l'AMF, présidente de l'AMF 35 à son temps. Donc, si M. Barnier prend bien le temps d'écouter Françoise Gatel, je pense qu'on pourra avoir des bons résultats. Voilà, elle est sur le terrain. Elle était d'ailleurs à Saint-Brieuc il y a quelques jours pour apporter son soutien au maire de Saint-Brieuc. Elle est sur le terrain et dans les dossiers. Je ne sais pas comment on fait, Françoise. Elle était à Saint-Brieuc donc pour apporter son soutien au maire de Saint-Brieuc qui a été agressé. Là aussi, les agressions des élus, on le voit beaucoup. On va parler tout à l'heure de sécurité dans les rues de nos villes, mais les élus sont aussi en première ligne à ce niveau-là, au niveau des agressions, des incivilités parfois violentes. Alors, il n'y a pas que les élus qui sont agressés, en fait. Je pense qu'on est dans une société de plus en plus agressive, depuis le Covid. Beaucoup de changements depuis le Covid. Et comme on est dans une société de plus en plus agressive, naturellement, les élus se font plus agresser, au même titre que d'autres personnes. Venez à Rennes, vous allez voir si vous n'allez pas vous faire agresser, même si vous n'êtes pas élu. Et je pense que ce climat d'insécurité, de genre, il n'y a plus de respect pour les élus, est clairement entretenu par une frange de la politique française aujourd'hui, je vais les nommer la France insoumise. Aujourd'hui, ils sont tellement insoumis qu'on est insoumis à rien. Alors, je n'ai pas trop lu leur position sur la question de l'état de droit qui a fait débat, mais aujourd'hui, si on dit il faut tout casser, il faut aller dans la rue, on n'est même plus dans le respect de l'état de droit. Donc, à force de mettre ce climat d'agression perpétuelle, il y a des citoyens qui se disent on peut venir casser, on peut venir faire ce qu'on veut, on peut venir agresser nos élus. Voilà. D'où la volonté d'apaisement de Michel Barnier, mais avec quand même le volet coercitif. On l'a entendu sur la sécurité, rétablir la sécurité en France, faire en sorte aussi d'avoir une gestion équitable de l'immigration. Ça a été aussi un des grands piliers de ce discours, où là aussi il va falloir mettre des moyens, il va falloir aussi légiférer sans doute. Est-ce qu'il faut à nouveau remettre sur la table cette fameuse loi immigration? Vous parlez de la question coercitive de Michel Barnier sur la sécurité. Moi, je pense que c'est un de ces 5 piliers, un de ces 5 grands chantiers, il les a appelés. Voilà, c'est les grands chantiers. J'ai parlé de piliers, mais c'est les grands chantiers. Les grands chantiers, il les a nommés. Son 4e, c'était justement la sécurité sur le territoire. J'entends cette question quand donc le fait d'avoir été moi candidat aux élections législatives, et même avant le fait d'avoir fait la campagne pour les européennes, systématiquement, quand je croisais quelqu'un qui me disait non, moi je vais voter Bardella. Alors il disait la même chose pour les européennes que pour les législatives. Personne ne connaissait le nom de notre candidate sur la Circo, mais il votait Bardella. Et plutôt que de leur dire de rentrer en conflit avec eux, je leur disais ok, je ne vais pas chercher à vous convaincre, vous avez l'air d'être borné dans votre idée de Bardella. Donnez-moi juste pourquoi. Moi je veux juste comprendre pourquoi. Et il y avait trois raisons qui revenaient.
En dehors de Rennes, c'était la question de se sentir abandonné dans les communes. Le boucher de... Je ne vais pas prendre le boucher, c'est moi boucher. On va prendre le boulanger du village ferme, on n'a plus de commerce, on ne s'intéresse plus à nous. Bon, je pense que c'est erroné, mais c'est ce qu'on m'a dit. Peut-être les services publics aussi qui disparaissent. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc c'est la question de se sentir abandonné dans les villages. Ok. Mais principalement, les deux gros sujets qui revenaient, c'était la question de se sentir sous une injustice sociale. Moi, je travaille tous les matins, je ne peux pas changer les pneus de ma voiture. Mon voisin a une voiture neuve. Alors, voilà, je pense que c'est biaisé, mais c'est ce que les gens disaient. Je ne vais pas dire que je suis d'accord avec ça. C'est ce qu'on me disait et qui donnait un argument à voter Bardella. Et en effet, l'autre sujet majeur, c'était la sécurité. L'insécurité ou le sentiment d'insécurité. Je suis très vigilant sur cette question de sentiment d'insécurité et d'insécurité réelle. La ville de Rennes nous dit toujours, les élus de la ville de Rennes disent toujours, la majorité de Nathalie Appéré, oui, il n'y a pas d'insécurité, c'est qu'un sentiment d'insécurité. Oui, mais les gens votent en fonction de leurs sentiments. Donc, ils vont pas regarder les chiffres de la police. Ils vont regarder ce qu'ils pensent, leurs sentiments, et ils vont voter en fonction de leurs sentiments. Les élections, c'est très émotion. Donc, voter leurs sentiments. La question d'insécurité, en effet, revient énormément. Et quand on fait les visites de quartier avec Charles Compagnon, toutes les semaines, alors lui, il fait toutes les semaines. Moi, je ne fais pas toutes les semaines. Je fais que quand il vient sur la première circonscription. Mais des fois, on se dit, bon, allez, Nicolas, il me dit, bon, Nicolas, aujourd'hui, j'espère, on va parler de culture. On va parler de culture, on va parler, je sais pas, de l'écologie, des arbres et tout ça. Et on parle aux habitants. Malheureusement, le sujet principal, c'est les sujets principaux, c'est les tours, enfin l'urbanisme, la densification, voilà, la densification, mais qui est important, le logement, la densification et l'insécurité. Et donc souvent on dit bon voilà, on parle de ce que les gens nous parlent, on va pas travestir, on va pas trahir. Donc sur la question, vous avez posé la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir cette vision coercitive de la sécurité? Et ben je pense qu'aujourd'hui l'insécurité, c'est à apprendre dès le début. Et quand on tarde, à un moment, il n'y a pas le choix. Je peux vous raconter une petite... je parle beaucoup, mais... Allez, vous avez encore quelques minutes. Une petite anecdote sur la ville de Rennes et les municipales. En 2020, on avait donc élaboré le programme municipal. Donc, il y avait le MoDem, dont j'étais le chef de file, le MoDem, et puis d'autres, les LR, ensemble, les partis bretons et d'autres composantes avec Charles Compagnon. Il y a eu un sujet de clivage. Le MoDem a failli quitter la liste Compagnon, non pas sur une question de place ou quoi que ce soit, comme d'autres partis pourraient le faire, mais sur un sujet qui était l'armement de la police municipale. Voilà. Au MoDem, nous étions clairement contre l'armement de la police municipale. Voilà, c'est une question, c'est peut-être doctrinaire, enfin c'est une idéologie pour nous. Et on a toujours dit que armer sa police, c'est un échec municipal. C'est un échec. Armer sa police, c'est un échec. Un échec de quoi? Un échec parce qu'on n'a pas pu mettre en œuvre toutes les possibilités d'accompagnement, de dialogue sociaux ou avec les habitants pour éviter cette montée d'insécurité. Donc on était contre. Au bout de 4 ans, je ne vais pas dire qu'on est pour, mais il y a une réalité. J'ai dit que armer sa police municipale, c'est un échec de la politique municipale. Mais aujourd'hui, la politique de Nathalie Appéré, c'est un échec municipal sur l'insécurité. Donc, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Donc, les questions coercitives, ou alors, là, on n'est pas sur la coercitive, le fait d'armer sa police municipale, mais le fait de mettre les moyens, et ben, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Mais, moi, je pense qu'il faut qu'on le fasse sur un temps donné. Et dès qu'on peut revenir en arrière, voilà, même avoir une justice peut-être plus souple, parce qu'il n'y a plus cette question d'insécurité, eh ben, il faut qu'on le fasse. C'est ça, en fait. Il faut que la justice fasse son travail également. Ouais. On a compris aujourd'hui qu'il y avait une grande interrogation autour de cela. Est-ce que on donne les moyens à la justice de pouvoir punir finalement? On entend par exemple à droite beaucoup de voix qui s'élèvent pour avoir de nouvelles prisons, en tout cas de nouvelles constructions de prisons. Est-ce que c'est une des solutions au problème d'insécurité ici en France de mettre plus de prisons? Alors là, moi, je suis peut-être en désaccord avec M. Barnier. Je ne suis pas persuadé que les prisons améliorent la situation. Plutôt, enfin, moi, j'en connais, comme je suis en QPV, j'habite en QPV, j'ai la chance. En tout cas, je côtoie des gens dans le quartier, je parle avec eux, et j'ai l'impression que ceux qui passent par la case prison... QPV pour nos auditeurs. Ah oui, excusez-moi, moi j'habite en quartier prioritaire de la ville. Voilà. Voilà, le quartier prioritaire de la ville. Et j'ai l'impression que le passage en prison ne fait que renforcer... voilà, la personne qui rentre, il en ressort encore plus renforcé dans sa bêtise. Donc je suis pas persuadé que la prison aide à la réinsertion, en tout cas
Non, j'en suis même pas convaincu du tout, quoi. Il faut mettre les moyens, par exemple, sur l'éducation, le dit aujourd'hui les jeunes, l'éducation, changer peut-être nos modes d'éducation. Il faut réformer à cet endroit-là aussi pour avoir peut-être plus de chances pour des jeunes qui viennent justement de quartiers prioritaires ou même en campagne de pouvoir cheminer dans la vie et de pouvoir trouver leur voie. Alors, en effet, l'éducation, c'est la solution, mais malheureusement, c'est la solution de demain. Parce qu'on va éduquer les enfants d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, mais la question des adolescents d'aujourd'hui, ceux qui ont déjà quitté le système scolaire aujourd'hui, ça va pas régler le problème. Donc, il faut s'occuper de ceux actuels. Et puis, pour demain, pour la question de l'enseignement, je ne peux que encourager à aller vers cette différenciation, mais je crois qu'il l'a un peu évoqué. Il a dit quelque chose comme... donc, c'était son deuxième grand chantier. Moins besoin d'une réforme programmatique que de bon fonctionnement dans leurs établissements. Pour être papa de 6 enfants scolarisés dans les réseaux Diwan, je ne peux que encourager justement cette différenciation territoriale sur l'éducation nationale qui porte ses fruits, réellement. On va dire un mot aussi sur l'immigration. Ça a été un des fameux piliers de ce discours, de ce chantier, de ces chantiers en tout cas évoqués par Michel Barnier. L'immigration aujourd'hui, comment faire avec une forte demande, des difficultés à accueillir et accueillir décemment les personnes qui viennent sur notre territoire. Est-ce que là aussi la situation, enfin, en tout cas la solution passe par une amélioration de la situation et une réflexion européenne autour de l'immigration, parce qu'on voit que tout le monde veut venir en Europe pour plein de raisons. Est-ce qu'il va falloir là aussi travailler avec les partenaires européens pour allez, on va dire réguler peut-être cette immigration? Et pas que. Alors, pas que les partenaires européens, ça serait même une bêtise de ne rester que sur les partenaires européens, puisque l'immigration vient d'Europe, beaucoup, mais c'est pas celle-là qui pose problème dans les médias. Voilà, on parle rarement de l'immigration des Hollandais, peut-être sur les plages bretonnes, mais donc non, c'est pas un partenariat européen qu'il faut faire, c'est un partenariat mondial, africain ou asiatique. On a peu d'Américains qui migrent, quoique. On ne sait pas comment va être l'issue des élections présidentielles prochaines, mais bon, peut-être qu'on peut être terre d'accueil des États-Unis. Non, un partenariat avec les pays d'origine. C'est question de... Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, je précise cette fois-ci l'OQTF. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 6,9%, enfin 7% des OQTF qui sont mises en pratique. Ce qui veut dire qu'il y en a 93% qui sont prononcés pour rien. Donc là maintenant, soit on arrête de décréter des OQTF, parce que quand on ne peut pas tenir 93% de ce qu'on dit, autant pas le faire. Dans ce cas-là, autant permettre à plus d'étrangers d'être naturalisés, en tout cas de rester, avoir des cartes de séjour, de pouvoir rester, et donc de nommer beaucoup moins de décréter moins d'OQTF. Mais il y a la question justement de travail avec les pays d'origine. Il ne faut pas oublier, oui, il y a la question climatique, la question écologique, et en effet, quand tu ne peux pas nourrir ta famille, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, moi, je suis papa, j'ai dit tout à l'heure de 6 enfants, pour rien au monde, je quitterai la Bretagne, mais si demain on est inondé, je serai obligé de migrer. Si je ne peux pas les nourrir, je ne vais pas les laisser mourir, donc si je ne peux pas les nourrir, je vais migrer. Donc il y a pensé ça aussi. C'est compliqué, hein? Voilà, donc toute une réflexion autour de cela également. On va revenir un petit peu sur l'actualité rennaise, justement. On a évoqué à demi-mot, vous avez évoqué tout à l'heure les municipales à Rennes. Ça se précise, hein, ça va venir très vite, finalement, les élections municipales. Quelques noms qui commencent à émerger de ci, de là. Et vous, je crois, vous avez eu une initiative autour de cela. Alors, en effet, c'est parti les municipales. On a vu lundi le groupe de la majorité de Nathalie Appéré, Génération S, qui a déjà pris position et qui appelle à une liste unique avec LFI. Donc leur position, c'est clairement cette liste avec LFI. Hier, les écologistes, le groupe écologiste qui avait dit que justement les socialistes doivent encore muter vers l'écologie. Donc il n'y a pas beaucoup de noms en fait. On leur demande d'ailleurs quel nom il y avait Mathieu Thury qui était tête de liste la dernière fois. Aujourd'hui, a priori, il n'y a personne pour mener la liste chez les écolos. Donc est-ce qu'il y aura cette grande liste de rassemblement de NUPES qui se fera à Rennes, et d'autres noms, moi j'en connais qu'un aujourd'hui qui s'est déclaré dans les élus, qui est Charles Compagnon. L'initiative dont vous parlez, oui, c'est un pacte qu'on avait fait avec Charles Compagnon il y a 4 ans. On avait créé donc un groupe programmatique avec les centristes
Et on s'est réunis avec le Parti breton, les LR, et on a retravaillé notre programme, avec des fois des désaccords, mais on a trouvé un programme commun. Et on va refaire la même démarche. Donc nous avons créé la semaine dernière l'association Rennes au centre. En fait, construire la ville sur le roc pour Rennes au centre. C'est ça le vrai nom. Il ne faut pas oublier de construire la ville sur le roc pour Rennes au centre, dont je suis le président. Président donc de Rennes au centre. Et nous allons relancer à partir du mois de novembre le groupe de travail qui réunit donc tous les sympathisants qui se sont dans les valeurs centristes, du MoDem, de l'UDI, et qui va surtout faire ce lien, ce trait d'union entre les militants Révéler Rennes qui ont accompagné Carole Gandon pendant 4 ans et les militants libres d'agir qui ont accompagné Charles Compagnon pendant 4 ans. Et l'idée, on le voit sur le terrain depuis 4 ans, les gens ne veulent qu'une seule liste commune. Et ben nous, on aspire que ce soit autour des élus centristes. Nous avons 3 élus centristes à Ville de Rennes, Zara Edamed, Laureline Duplessis d'Argentais qui est dans le groupe de Carole Gandon et moi-même Nicolas Boucher dans le groupe de Charles Compagnon. Donc on sera le trait d'union pour un projet centriste, sociodémocrate pour la Ville de Rennes. Voilà, quelque chose de plus clair finalement aussi pour les électrices et les électeurs. Un tout dernier mot, il y a beaucoup de renouvellement aussi au MoDem, alors il n'aura pas échappé à nos auditeurs qui sont attentifs à l'actualité que le week-end dernier à Guidel, eh bien, il y avait le grand rassemblement des centristes, renouvellement aussi sur les jeunes. Alors on parle beaucoup des jeunes sur cette antenne parce que voilà, c'est la génération de demain, c'est ceux qui feront la politique demain, qui seront aux affaires comme l'on dit, et là aussi il y a un renouvellement au MoDem. En fait, oui, comme les JDEM, qui est les jeunes démocrates, ce mouvement jeune, comme il y a dans tous les partis politiques, tous les 2 ans, ont leur élection de bureau. Et en effet, donc, il y a un nouveau président des jeunes démocrates de Bretagne, dans la personne de Nathaël Schmitt. Je profite pour remercier et féliciter le travail de Louise Daniel, qui était donc la présidente sortante, pendant 2 ans. Et puis je remercie aussi Célestin Partenay, que vous avez reçu ici une fois, qui était le référent départemental pour l'Ille-et-Vilaine. Et je tiens à encourager Nathaël Schmitt dans cette nouvelle prise de fonction de président des jeunes MoDem de Bretagne, qu'il soit sûr qu'il soit certain de notre accompagnement sur les années, on va l'aider, de mes prières aussi dans cette fonction. La nouvelle génération. Un tout dernier mot, alors vraiment, tout dernier mot, je vous suis attaché à la langue bretonne. Diwan connaît actuellement des difficultés pour financer, vous parliez de vos enfants qui sont scolarisés chez Diwan. Ouais. Est-ce qu'il y a urgence aussi à travailler autour de l'éducation en langue bretonne ou bilingue aujourd'hui? Alors en quelques mots, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes. Alors bilingue, assurément. Je pense que c'est vraiment une richesse pour les enfants. Pas que breton. Moi, je suis pas pro gallo, mais en même temps, je pense qu'il y a des avantages à développer des écoles en gallo. Cependant, oui, la région, les départements, même les mairies doivent prendre à bras le corps cette question et pour l'enseignement bilingue et immersif. Parce que Diwan, c'est encore plus loin, c'est immersif. Et puis, ça accompagner financièrement. Je pense que c'est important. Mais même les communes, les forfaits scolaires, des fois, on a du mal à la récupérer. Alors que normalement, la loi Molac le permet. Voilà la loi qui a été mise en place sous la mandature avec Paul Molac à sa tête, qui est très attaché aussi à la langue bretonne. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus, car on est très sollicité par les auditeurs autour de la langue bretonne. Merci Nicolas Boucher d'avoir été avec nous. Vous êtes président du MoDem en Ille-et-Vilaine, conseiller municipal à Rennes et également conseiller communautaire à Rennes Métropole. Et j'ajoute donc président de Rennes au centre. Voilà, je fais le cours pour le nom de l'association. Oui. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée. Trugaré Vraz à Kenawa Danol. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.